Voir ensemble. Voir demain 488, juillet à septembre 2022. Sommaire, édito. Le plaidoyer est l'affaire de tous. Dossier, la participation politique. Le handicap visuel en campagne, pas de candidat mais un programme. Notre programme commun dans un livre blanc. Nos 17 propositions pour améliorer la vie des personnes aveugles et malvoyantes. Un combat long mais qui avance malgré tout. Promouvoir les droits des personnes non et malvoyantes. Exister dans la campagne. En débat, une affaire à suivre. Regards intérieurs. La chaleur des retrouvailles. Jazz à Lourdes. Un moment de complicité. Regarde d'ici, l'Odyssée d'Homère en Aquitaine, les enjeux de demain, les 50 ans du groupe de Haute-Vienne et Creuse, Braille is back. Voir ensemble. Les couvertures. À la une. La participation politique. Photo. Un enchevêtrement de mots entoure le titre « La participation politique ». Engagement, plaidoyer, revendication, handicap, citoyenneté, AAH, débat, accessibilité, inclusion, candidat, élection, interpellation, élu, militance en débat. Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr, Facebook @association Voir Ensemble, Twitter @Voir Ensemble, LinkedIn Voir Ensemble. Voir demain, revue de l'association Voir Ensemble, Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes. Association reconnue d'utilité publique en 1954, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Téléphone 01 53 86 00 00. Voir demain @voirensemble.asso.fr. Directeur de la publication Jacques Charlin. Directrice de la rédaction Marion Montessuie. Comité éditorial Marie-Claude Cressan, Carole Gaudin, Cécile Guimbert, Hervé Roland, Olivier Randria, Sylvie Thésée. Imprimeur Braille, ESAT Renaissance, 50 avenue Pierre-Mauroy, 59 120 Los. Édité en caractère ordinaire, Braille intégral et abrégé, en version électronique et audio, accessible sur le site internet de l'association. Dépôt légal 1er juillet 2022. Quatrième de couverture, Braille is back. Voir ensemble. Éditorial. Le plaidoyer est l'affaire de tous. Bertrand Laine, administrateur de Voir Ensemble. Voir Ensemble a initié une démarche de plaidoyer en 2018 qui s'est rapidement structurée en commission plaidoyer sous l'égide du chargé de la vie associative et du plaidoyer de l'association. Cette démarche, puis la constitution de la commission dédiée, permet à Voir Ensemble d'être un acteur du débat public pour défendre la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap sensoriel, visuel et auditif, par une prise de parole officielle et de contribuer ainsi à la médiatisation de ces revendications pour la promotion sociale et la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap sensoriel. C'est ainsi qu'elle défend le maintien des instituts spécialisés pour les jeunes sourds, INJS,
et les jeunes aveugles, INJA. Elle a également largement contribué à défendre la déconjugalisation de l'AAH afin que les personnes déficientes visuelles ne soient pas dépendantes financièrement de leurs conjoints ou conjointes voyants-voyantes. Le combat n'est pas gagné, mais Voir Ensemble continue d'y travailler avec tous ses partenaires. L'association a également porté un certain nombre de revendications communes et concerté avec d'autres associations de la déficience visuelle lors des différentes élections de ces dernières années. Européenne en 2019, municipale en 2020, débat en présentiel au siège de Voir Ensemble entre plusieurs représentants des principaux candidats, régionale et départementale en 2021, présidentielle en 2022, tournée des QG de campagne avec la présentation d'un livre blanc aux candidats ou à leurs représentants, élaboré interassociativement, soutien à En débat, qui a organisé un débat le 23 mars et des interventions vidéo des candidats, et législatives en 2022. Maintenir la mobilisation. Au cours de l'année 2022, Voir Ensemble s'est mobilisé pour les métiers du secteur médico-social en s'associant aux courriers adressés aux élus, aux alertes envoyées aux rapporteurs du gouvernement pour la revalorisation salariale des métiers de l'humain, en interpellant avec d'autres les décideurs sur les différences de traitement au sein du secteur médico-social. Voir Ensemble a également signé un manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administrés. Depuis un an, un certain nombre d'associations du champ de la déficience visuelle participent au projet européen Parvis qui a pour but de sensibiliser les déficients visuels à leurs droits. Le 9 mai 2022, Voir Ensemble accueillait les participants à ce projet pour la France. Grâce à la journée intergroupe de mars 2021, la commission plaidoyer a pu construire notre programme pour une société inclusive, la boussole de notre plaidoyer. Celle de mars 2022 concernait le fonctionnement de l'association et en particulier les relations entre le national, siège, bureau, conseil d'administration, commission nationale et les groupes. Elle a permis, comme celle de 2021, de nourrir non seulement la réflexion de la commission plaidoyer, mais également celle de l'ensemble de l'association. La commission plaidoyer a également innové en organisant cette année 2 soirées du plaidoyer auxquelles ont participé des adhérents, mais également des salariés de nos établissements et services. Ces soirées, qui, comme les journées intergroupes, ont rencontré un véritable succès, ont permis de nourrir la réflexion associative et surtout de faire se rencontrer salariés et adhérents de l'association pour renforcer les liens entre le mouvement d'une part et les établissements et services d'autre part. Le plaidoyer à Voir Ensemble est bel et bien l'affaire de tous. Voir Ensemble. Dossier. Le handicap visuel en campagne. Pas de candidat, mais un programme. Olivier Randria, chargé de la vie associative et du plaidoyer. Depuis 2019, Voir Ensemble s'est mobilisé à chaque élection pour interpeller, avec ses partenaires de la déficience visuelle, les candidats et partis politiques. 2022 n'a pas dérogé à la règle et nous avons cherché à renforcer notre engagement durant ces 2 élections importantes pour les 5 premières années, la présidentielle et les législatives. Notre programme commun dans un livre blanc. À chaque élection, depuis plus de 3 ans, nous avons construit des propositions que nous avons transmises aux partis pour leurs candidats. S'il s'agissait d'une interpellation, il était important pour nous de proposer
et de ne pas rester dans une critique sommaire. Nous attendons des élus qu'ils soient nos partenaires pour mettre en œuvre les mesures dont nous, associations représentatives, sommes les experts. Avec la CFPSAA, la Fédération des aveugles de France, la Fédération des chiens guides, l'association APIDV, l'association Valentin OUI et Voir Ensemble ont mis en commun leur expertise pour produire un livre blanc à destination des candidats à la présidentielle, puis des candidats aux législatives. Nous avons rédigé ce livre blanc autour d'un symbole fort pour notre cause, la loi de 2005 et ses 17 ans qu'elle a fêté le 11 février dernier. Ainsi, ce sont 17 propositions autour de 4 thèmes que nous avons remis au QG des candidats à la présidentielle le 11 février 2022 et transmis à nouveau aux partis politiques ayant eu un candidat à la présidentielle le 18 mai dernier. Voici une présentation rapide de ce livre blanc avec les éléments importants tirés de ce document que vous pouvez consulter sur le site internet de Voir Ensemble. https://www.voireNsemble.asso.fr/actualité-plaidoyer-pour-inclusion-des-déficients-visuels. Nos 17 propositions pour améliorer la vie des personnes aveugles et malvoyantes. Pour réussir l'inclusion des élèves déficients visuels. Pour nos associations, l'école inclusive ne se décrète pas et ne peut se réaliser sans la mise en place de partenariats. Les jeunes déficients visuels ont besoin d'un accompagnement personnalisé et spécifique pour compenser leur handicap, et ce, dès les premiers mois de vie et tout au long de leur scolarité. Cet accompagnement nécessite de recourir à des techniques spécifiques dont l'apprentissage ne peut se faire qu'avec le soutien de professionnels formés et qualifiés. Par conséquent, nos associations ont réaffirmé l'importance d'une école ouverte et collaborative avec les structures des secteurs médico-social et sanitaire. Nos propositions. Premièrement, améliorer le maillage territorial pour l'accompagnement et la scolarité des enfants déficients visuels. Deuxièmement, développer la collaboration entre l'école, le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Troisièmement, garantir la présence d'enseignants et de personnes spécialisées et formées sur tout le territoire et en plus grand nombre. Quatrièmement, favoriser l'apprentissage précoce du braille. Pour une véritable inclusion professionnelle des personnes déficientes visuelles. En 2021, en France, 50% des personnes aveugles ou malvoyantes en âge de travailler sont sans emploi ou inactives, au sens de l'INSEE. Nos associations considèrent que l'environnement et les contextes professionnels doivent s'adapter afin que les aveugles et malvoyants puissent travailler dans les meilleures conditions pour un résultat profitable à tous sans discrimination. Ainsi, pour favoriser l'emploi des personnes déficientes visuelles, nous constatons 2 conditions nécessaires: l'accessibilité des déplacements et l'accessibilité numérique. À cela s'ajoute une double condition préalable en termes d'emploi, que les personnes handicapées visuelles puissent se former dans les mêmes conditions que les autres et qu'elles puissent bénéficier de tous les outils leur permettant d'atteindre la meilleure autonomie possible. Nos propositions. Cinquièmement, identifier les bonnes pratiques et cartographier les ressources et initiatives existantes. Sixièmement, rendre les logiciels métiers utilisables par les personnes déficientes visuelles
pour stopper les situations discriminantes. Septièmement, garantir l'épanouissement professionnel et les évolutions de carrière pour les personnes malvoyantes et aveugles. Huitièmement, améliorer la prise en compte du handicap visuel en milieu professionnel. Pour l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique permet aux personnes handicapées, et notamment aux personnes handicapées visuelles, de mener une vie égale à celle de leurs concitoyens dans le cadre de leur vie privée et dans le cadre de leur vie professionnelle, en leur permettant d'accéder à tous les types de pages web et de logiciels. L'article 47 de la loi du 11 février 2005 a créé une obligation d'accessibilité numérique qui s'impose notamment aux sites Internet, intranet, extranet, aux applications mobiles, aux progiciels et au mobilier urbain numérique mis à disposition du public par l'État, les collectivités territoriales et les grandes entreprises. La Commission européenne a classé la France au 10e rang des 27 pays de l'Union pour l'accessibilité de ces sites Internet publics. Il y a encore du travail. Nos propositions. Neuvièmement, mettre en place une autorité de contrôle et de sanction dotée de réels moyens pour agir. Dixièmement, durcir les sanctions encourues pour la non-déclaration d'accessibilité et sanctionner le défaut d'accessibilité numérique. Onzièmement, élargir la liste des services et outils concernés pour rendre l'obligation d'accessibilité effective. Douzièmement, conditionner l'octroi d'aides publiques et l'accès au marché public à une obligation d'accessibilité. Treizièmement, développer une filière des métiers de l'accessibilité numérique. Pour l'accessibilité de la chaîne du déplacement. L'accessibilité de la chaîne de déplacement est ce qui permet aux personnes handicapées et notamment aux personnes déficientes visuelles de mener une vie égale à celle de leurs concitoyens dans le cadre de leur mobilité en profitant de la voirie, des transports et du cadre bâti, commerce, logement et lieux de travail. Si l'article 45 de la loi du 11 février 2005 a créé une obligation d'autonomie dans les déplacements, 8 ans plus tard, force est de constater que l'objectif est loin d'être atteint. Nos propositions. 14e, définir cet espace public qu'est le trottoir. 15e, vocaliser à 100% le métro parisien, notamment en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 16e, transcrire de manière ambitieuse les règles européennes d'accessibilité en droit français. 17e, sonoriser les véhicules électriques et silencieux. Photo. Des membres de plusieurs associations vont rencontrer les candidats ou leurs représentants dans les différents QG de campagne. QG de Yannick Jadot, il est le seul candidat parmi ceux visités par les représentants des associations à être allé à leur rencontre. Voir ensemble. Un combat long, mais qui avance malgré tout. À la lecture de ces propositions et du cadre ambitieux qu'avait posé en son temps la loi de 2005, on peut tout à fait, presque 20 ans plus tard, déplorer les trop nombreux retards dans sa mise en œuvre effective. Toutefois, cette mobilisation et ces élections ont montré que la société civile conserve un pouvoir sur l'agenda politique. Prenons l'exemple de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Les candidats n'ont parlé, pourrait-on dire, que de ça par rapport au handicap. De même, nos associations ont beaucoup insisté sur l'accessibilité numérique et nous avons pu nous réjouir d'entendre les candidats ou leurs représentants
durant leur prise de parole lors du débat du 23 mars, en débat à Radio France, en parlaient comme si l'idée venait d'eux. Bien évidemment, nous n'attendons pas une surenchère électorale, mais des actes réels pour que le quotidien des personnes en situation de handicap évolue. Les élus sont prévenus. Les associations investissent les élections. Voir ensemble. Promouvoir les droits des personnes non et malvoyantes. Lars Bosselmann, directeur exécutif au sein de l'UEA, Union européenne des aveugles. Lars Bosselmann revient pour nous sur la genèse du projet Parvis, promotion Awareness on the Right of Visually Disabled People in an Exclusive Society. Promouvoir les droits des personnes déficientes visuelles dans une société inclusive. Un projet d'une durée de 2 années qui se terminera à la fin de l'année 2022, dont l'objectif est de sensibiliser à la question des droits des personnes déficientes visuelles et notamment celui de la participation à la vie politique. Lancé début 2021, le projet Parvis a été proposé à la Commission européenne début 2020. C'est un projet de sensibilisation du grand public, mais aussi des décideurs politiques, des journalistes et des médias. Ce projet ne vise pas uniquement à traiter la thématique de la participation politique des personnes non et malvoyantes, mais aussi de l'accès à la santé, de la mobilité et de bien d'autres sujets. La participation politique faisait partie de nos axes de travail bien avant la naissance de Parvis, et cela continuera après. Non seulement l'accès au vote, mais aussi à l'information durant les campagnes électorales, ainsi que la candidature des personnes non et malvoyantes à des élections. Ce sujet est porté par nos membres dans les 41 pays qui forment l'Union européenne des aveugles, l'UEA, mais c'est aussi quelque chose que l'on pousse à l'échelle européenne avec un accent mis sur les élections au Parlement européen. Les progrès sur la participation politique se font lentement et varient selon les pays. Il y a plusieurs raisons à cela. En premier lieu, cette question n'occupe pas la une de l'actualité. C'est un thème marginal qui n'est pas une priorité pour les politiques qui, de ce fait, ne prennent pas toujours les décisions qui vont permettre de rendre les processus électoraux accessibles. D'où l'importance de mettre en place des actions comme Parvis à l'échelle européenne afin de mettre ce sujet à l'agenda politique. On constate des initiatives intéressantes un peu partout, avec des différences selon les pays. Elles manquent souvent d'un cadre global, d'une approche transversale et parfois de cohésion à l'échelle nationale. Elles dépendent souvent du bon vouloir des instances locales et leur portée est souvent symbolique et limitée dans leur impact. Ce qui a été fait à Bordeaux, le marquage en braille des bulletins, devrait pouvoir se décliner à l'échelle nationale. Cela pourrait être, à minima, une recommandation si ce n'est pas une obligation. Des outils de sensibilisation ont été élaborés par l'UEA pour favoriser la participation politique des déficients visuels. Nous avons mis en place une base de données sous forme de rapport qui permet de comparer les différentes pratiques électorales dans les pays de l'UEA et leur adaptation ou non aux besoins des personnes non et malvoyantes. Le rapport AVOR, Accessible Voting Awareness Raising, de 2018, malgré les évolutions et les constats, reste par exemple toujours d'actualité. Des outils en soutien de l'action. Les pays membres de l'UEA font du plaidoyer à l'échelle nationale auprès de leurs autorités
pour proposer des adaptations spécifiques à leur contexte national. Le mode de scrutin n'est en effet pas le même partout et il est difficile de généraliser partout une initiative qui fonctionne dans un pays. À l'UEA, nous pensons que le vote par Internet représente de vraies potentialités, sauf que cela n'est pas réalisable dans de très nombreux pays où tout le monde n'est pas connecté. Et une telle initiative ne peut pas être mise en œuvre pour les seuls déficients visuels. Il faut toujours prendre comme point de départ la réalité, le mode de scrutin, le système politique de chacun des pays. Il existe une panoplie d'outils et de méthodes pour rendre accessible le processus électoral dans sa globalité. Il faut que chaque pays s'en saisisse en mettant en place les éléments et les méthodes adaptés à son terrain. Aucune solution n'est véritablement la panacée pour répondre à tous les problèmes. Si la durée du projet Parvis en lui-même est de 2 ans, la production des outils audiovisuels ou en ligne restera disponible par la suite pour permettre de les télécharger et de les utiliser autant que nécessaire. Au-delà de la participation politique, l'approche généraliste que nous portons, fondée sur la promotion de l'ensemble des droits, permettra de continuer le travail au-delà du clap de fin du projet Parvis. Photo: les participants à la soirée Parvis dans la grande salle de Voir Ensemble, avec dans le fond la tribune pour les différents intervenants. De nombreux participants sont visibles sur l'écran de la salle car ils sont en visio. Voir ensemble. Encadré, témoignage sur la soirée Parvis. Le monde politique est connu pour être un rapport de force entre les partis, voire entre ses membres eux-mêmes pour être choisis comme candidats, à l'image des primaires. Ce rapport de force, je l'ai senti aussi dans le témoignage de Samuel Landier, ancien élu déficient visuel. Le parti où il militait à l'époque avait préféré quelqu'un d'autre comme candidat pour les législatives de 2012. Ainsi, on peut dire de façon cynique que le monde politique est inclusif car tout le monde est traité de la même façon. Mais, quand je vois le peu de personnes en situation de handicap élues ou candidates, c'est bien le contraire que je constate. Olivier Randria, chargé de la vie associative et du plaidoyer à Voir Ensemble après la soirée Parvis. J'ai trouvé les témoignages de personnes déficientes visuelles intéressants, notamment ceux des élus, aussi bien ceux en visio que ceux des présents. Pas de langue de bois. Les personnes nous ont vraiment expliqué les difficultés rencontrées dans leur engagement politique. Et puis, c'était agréable de nous retrouver les gens en vrai. Thibaut de Martin-Pré, administrateur de Voir Ensemble, après la soirée Parvis. Les témoignages des personnes déficientes visuelles ayant eu une expérience politique étaient vraiment intéressants et montraient la difficulté de l'exercice. Marie-Claude Crescent, administratif à Voir Ensemble, après la soirée Parvis. Voir ensemble. Exister dans la campagne. Théo Lenoble, administrateur de Voir Ensemble. Le 11 février, à l'occasion des 17 ans de la loi 2005, les grandes associations du handicap visuel sont parties remettre leur livre blanc aux candidats à la présidentielle. L'intérêt de cette tournée était de mieux faire connaître et sensibiliser sur la déficience visuelle et ses conséquences dans notre société auprès de la population et ici, auprès des candidats à la présidence. Cette journée a permis de transmettre le livre blanc, les 17 propositions, afin que les candidats prennent conscience de l'urgence d'une réalité dans laquelle la société reste non incluante pour des personnes qui ont un handicap visuel.
Par cette action, la CFP-SAA, dont Voir Ensemble fait partie, a organisé cette tournée des QG de campagne des principaux candidats pour les informer de la nécessité de continuer à faire des réformes œuvrant pour l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Sur les différents QG où nous nous sommes rendus, nous avons eu un très bon accueil de la part des représentants des candidats. Il faut préciser que le candidat écologiste, Yannick Jadot, était présent pour nous recevoir. Il semble que notre intervention ait eu un écho sur les candidats. Ils ont été sensibles et à l'écoute de nos revendications. Nous avons eu des échanges très intéressants avec les représentants des partis de La République En Marche et des Républicains. Il semble qu'à la fin de notre journée, tout le monde était satisfait. Les points forts de cette action sont de mieux faire connaître le handicap visuel et d'être plus présent dans la sphère politique, d'exister afin de mieux être pris en compte dans les réformes du handicap. D'avoir transmis l'importance aux candidats de l'accessibilité numérique ou encore du principe de la chaîne de déplacement. Cette mobilisation a permis, il me semble, de démontrer aux candidats le sérieux et l'importance d'une politique cohérente d'inclusion des personnes handicapées visuelles. De plus, cette journée a permis d'enclencher un processus où les candidats ont dû travailler sur leur programme. En effet, la mobilisation a été suivie de vidéos des candidats et d'un débat sur le sujet. En outre, la journée a été riche et d'une importance dans notre volonté à faire évoluer la politique pour une meilleure égalité des droits et d'une meilleure inclusion des personnes handicapées visuelles dans la cité. Voir ensemble. En débat, une affaire à suivre. Thibaut de Martin-Pré, cofondateur de la Fédé 100% en dynamique, administrateur à Voir Ensemble. Le 23 mars 2022, en débat, a réuni des acteurs du handicap dans un exercice d'interpellation des candidats à la présidentielle. L'événement a connu un fort succès médiatique et a réussi à mobiliser les 8 principaux candidats pour qu'ils évoquent leurs propositions sur le handicap et échangent avec le public présent à la maison de la radio ou en live. Au sein de la CFP-SAA, dont Voir Ensemble est membre, nous souhaitions organiser un débat d'interpellation dès le mois de novembre 2021. J'ai déjà organisé plusieurs débats avec la Fédé en dynamique, une association inter-handicap que j'ai cofondée en 2010. Je sais par expérience qu'il est très difficile de mobiliser des candidats en personne pendant les élections, car ils sont extrêmement sollicités pendant la campagne. Faire un débat centré uniquement sur la déficience visuelle risquait d'être trop confidentiel. L'ADAPT et l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques, APHPP, nous ont rejoints début 2022. Convaincre les candidats. Avec Anthony Martin-Miss, également déficient visuel, co-organisateur de l'événement, animateur du débat le 23 mars avec Laetitia Bernard, nous avons formé le duo qui a constitué la colonne vertébrale du projet. Nous avons réalisé le travail d'interpellation des partis, ce qui a demandé beaucoup de persévérance pour convaincre les candidats et leur faire accepter un dispositif inédit. Ce dispositif en débat avait 3 volets. Les interviews dans les QG de campagne, les interviews écrites des candidats publiées sur le site handicap.fr et le grand débat du 23 mars. En parallèle de l'interpellation, nous avons monté l'événement à Radio France, notamment la logistique technique, avec la possibilité de diffusion en live. Le 23 mars, nous avons eu plus de 2000 personnes qui ont suivi le débat en ligne.
Nous avons dû édulcorer les sujets trop spécifiques à la déficience visuelle puisque l'événement se présentait comme inter-handicap. Les vidéos réalisées avec les candidats parlent du handicap en général, avec une mise en avant des sujets qui sont à la mode grâce au plaidoyer des associations, la déconjugalisation de l'AAH, l'école inclusive, l'accessibilité. Les équipes dans les QG voulaient absolument que leurs candidats se positionnent dessus. Nous avons eu un peu de mal à élargir, c'est la rançon du succès. S'adresser aux candidats donne de la visibilité au sujet, mais comme ils ne sont pas experts du handicap, cela donne parfois l'impression d'un traitement superficiel. Faire un débat en interpellant uniquement les référents handicap sur la déficience visuelle n'aurait pas eu le même impact médiatique. Avec En débat, nous avons eu un très grand nombre de retombées, presse, ce qui a permis au handicap d'exister un peu plus dans la campagne. Un outil d'avenir. En débat n'est pas formalisé juridiquement, mais nous espérons lui donner une suite. Pour les cofondateurs du concept, cela va permettre de porter des sujets liés au handicap à travers de l'événementiel, des débats de lobbying. En débat n'a pas vocation à produire du contenu, ce que les associations font déjà, livre blanc de la CFP-SAA et de l'ADAPT, mais plutôt d'intervenir comme un média de communication qui va aider les associations à se faire entendre. En fonction des besoins et des souhaits des associations, nous pourrons réaliser divers outils comme des vidéos avec des personnalités politiques. En débat se manifestera en fonction des opportunités ou des demandes des associations. Nous pourrions l'envisager comme une marque qui permettrait de faire un événement annuel, interpeller des parlementaires, le gouvernement, faire une sorte de COP du handicap. Voir ensemble. Encadrer les porteurs de En débat. La CFP-SAA. La Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes a pour but de faire connaître les droits des personnes aveugles ou malvoyantes. Elle rassemble, dans le respect des spécificités de chacune d'entre elles, les principales associations françaises du handicap visuel. http://www.cfpsaa.fr/la-cfpsaa/ La Fédé 100% en dynamique, mouvement national de jeunes qui vise à conforter le parcours de formation et d'insertion professionnelle des jeunes handicapés, quel que soit le handicap. https://www.endynamique.org/ L'ADAP, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organise depuis 1997 la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, devenue européenne en 2015. https://www.ladapt.net/. La PHPP, l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques, œuvre pour placer le handicap au cœur du débat politique et économique. https://www.aphpp.org/. Voir ensemble. Regards intérieurs. La chaleur des retrouvailles. Lourdes, c'est avant tout un moment où les membres de Voir ensemble se retrouvent.
Ils se connaissent souvent depuis très très longtemps et profitent de cette semaine pour renouer, se donner des nouvelles et passer du bon temps tout simplement. En 2022, de nombreuses nouveautés ont animé la semaine. Le spectacle Bernadette de Lourdes, audio décrit par Dominique Alain, les 60 ans de l'hospitalité et les 5 ans de présence à Lourdes du même Dominique, la visite de Bétaram, les soirées musicales avec, notamment, la chorale Allegria de Voir Ensemble. Et, last but not least, la relève avec le petit Suri qui est venu en renfort de notre suricate bien-aimé. Vivement Lourdes 2023. En attendant, nous vous partageons quelques instants pris sur le vif. Jazz à Lourdes. Au détour des rencontres que l'on fait quotidiennement à Lourdes, nous retrouvons Michel Lanuzel qui, avec son chien guide Jazz, nous offre des moments de tendresse partagée. Jazz est en effet le roi des câlins. Une histoire qui dure depuis novembre 2016. Le parcours de Jazz n'est pas banal. Il vient de Perpignan, où son premier maître était un SDF, ce qui lui a notamment appris à ne pas avoir peur des gens. Par la suite, il se retrouvait à la SPA de Perpignan, expédié à la SPA de Vichy. La directrice des 4A, centre de formation de chiens guides, l'a repéré pour lui faire suivre une formation de chien guide. L'association a effectué des tests approfondis afin de valider son entrée en éducation. De son côté, Michel a fait un stage pendant lequel il a essayé 3 chiens. La directrice a tout de suite vu que c'était Jazz qui lui convenait le mieux. Il a commencé sa formation plus tard que les autres chiens ne le font habituellement, mais il a montré une capacité d'apprentissage très forte et il l'a terminé assez rapidement. Quel que soit l'environnement, stade, lieu avec le public, Jazz se repère facilement. Il suffit de lui montrer une fois où Michel est assis et Jazz retrouve la place sans difficulté. Il comprend très bien les situations. À l'église, quand les gens se lèvent, il se lève aussi. Il conduit Michel pour la communion et le ramène à sa place sans problème. Quand Michel s'assied, Jazz pose souvent son museau sur son genou. Il est très sociable. Il va facilement vers les gens qui s'intéressent à lui et n'hésite pas à leur prodiguer des marques d'affection. Tout le monde le connaît. Il a des amis partout où ils vont. Photo, Jazz, le chien guide de Michel, a la tête posée délicatement sur le genou de son maître. Un moment de complicité. Brigitte Poupeau, du groupe de la Vendée, et Monique Clausel, du groupe de Paris, se connaissent depuis leur plus jeune âge. Elles se sont rencontrées la première fois pendant leurs études et ne manquent pas une occasion de se retrouver. Et Lourdes fournit un cadre exceptionnel pour des tête-à-tête chaleureux et pleins de rire. En 1958, nos 2 protagonistes atterrissent à Paris, selon leur expression, et se retrouvent à d'Enfer Rochefort, à l'IDES, Institut d'éducation sensorielle pour les jeunes déficients visuels, une école sise au 88 rue d'Enfer Rochereau. L'établissement était tenu par les Sœurs aveugles de Saint-Paul à l'époque. Depuis, toutes les 2 ont eu des itinéraires différents, se sont perdues de vue, mais se sont retrouvées lors d'un voyage organisé par le groupe de la Vendée en 1992. Un lien très fort unit depuis les 2 amis qui s'est renforcé d'année en année, au fil des événements qui émaillent leur vie personnelle. Elles se retrouvent régulièrement, ici ou là, famille comprise. Brigitte, originaire de Loire-Atlantique, habite maintenant en Vendée, où elle a enseigné la musique à des voyants. La Vendée est le département d'origine de Monique qui, elle, habite à Paris, mais qui a toujours gardé un lien avec sa région de cœur et le groupe vocal de Voir Ensemble. Toutes les occasions sont bonnes pour échanger et le bruit et l'animation alentour n'y feront rien. Photo,
Brigitte et Monique discutent, tête contre tête pour bien s'entendre, dans le brouhaha de l'hôtel d'Angleterre, sourire aux lèvres. Voir ensemble. Regarde d'ici. L'Odyssée d'Homère en Aquitaine. Sylvie Thésée, responsable de la communication à Voir ensemble. Depuis le 11 février 2021, vous suivez l'Odyssée de l'étude Homère dans les différentes régions où des événements de lancement ont permis de médiatiser ce projet réunissant 9 organisations du champ de la déficience visuelle, dont Voir ensemble. Ce dernier en date s'est déroulé en Aquitaine le 16 mai dernier. 2 tables rondes réunissaient les participants à la fois en présentiel et en visioconférence. La première abordait la prise en compte de la déficience visuelle chez la personne âgée, avec la participation de Patrick Dehénin, administrateur de Voir ensemble. La seconde, de l'accompagnement du parcours professionnel tout au long de la vie, études, formation, entrée dans la vie active, emploi protégé, emploi accompagné, avec les témoignages de Jean-Claude Moissinac, travailleur à l'ESAT du Puch, et de Benoît Puot, directeur adjoint de l'ESAT. Retrouvez leurs impressions ci-dessous. La première phase de l'étude reposait sur un questionnaire ouvert à toutes les personnes déficientes visuelles. Elle s'est terminée fin juin 2022. Les chercheurs associés à l'étude vont étudier l'ensemble des données recueillies lors de la deuxième phase. Rendez-vous en janvier 2023 pour une restitution de ces résultats. La phase ultime de l'étude verra la constitution de l'Observatoire de la déficience visuelle. Une autre aventure commencera juste après. ANPEA, FFAC, AVH, FAAF, GAPAS, INJA, PEP 69, Retina France, Voir ensemble. Les enjeux de demain, par Jean-Claude Moissinac, travailleur à l'ESAT du Puch, et Benoît Puot, directeur adjoint de l'ESAT du Puch. Jean-Claude. Je suis mis à disposition par l'ESAT du Puch pour travailler dans le milieu ordinaire dans une entreprise qui ensache du bois de vigne broyé et de la plaquette à destination des cheminées et des barbecues. Concernant l'étude Homère, c'est très important pour moi de témoigner aujourd'hui pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on ne peut pas faire certaines choses comme les valides. Je trouve que de manière générale, on ne parle pas suffisamment du handicap visuel. Il faudrait qu'il y ait encore plus de débats de ce type, qu'on continue à développer ce genre de projet afin d'avoir plus de moyens pour améliorer l'accompagnement. Benoît. Témoigner sur son parcours est quelque chose d'important pour Jean-Claude. Il a su être acteur de son accompagnement vers le milieu ordinaire. Demain, nous devrons accompagner de plus en plus ce type de parcours. Il faut être présent dans les commissions d'accessibilité des communes, aller à la rencontre du droit commun, faire la promotion du handicap, de ses capacités et de ses potentialités. Les thèmes qui sont interrogés dans le cadre de l'étude Homère correspondent aux enjeux de nos structures. Les constats que l'étude Homère fait apparaître sont des réalités partagées par les acteurs du secteur que nous pointons depuis un certain temps et que nous essayons, en tant que direction d'établissement, de défendre auprès des financeurs. Ce sont tout simplement les enjeux de demain. Retrouvez les tables rondes des différents événements sur le site de l'étude https://étude-homère.org/. Voir ensemble. Les 50 ans du groupe de Haute-Vienne et Creuse. Les 11 et 12 juin 2022, le groupe a non seulement fêté ses 50 ans d'existence, mais également
le souvenir de François Lanier. Ancien responsable du groupe pendant de nombreuses années, cofondateur et responsable de la commission sport, loisirs et culture, mais aussi vice-président de Voir Ensemble. Parmi les temps forts, une conférence sur l'histoire du Limousin, un cocktail en présence de la vice-présidente du conseil départemental de la Vienne, la découverte d'instruments de musique traditionnelle. Une soirée festive a clôturé la journée du samedi avec des danses de la région en tenue traditionnelle. Le lendemain, une messe en hommage à François Lanier a été célébrée par notre aumônier national Hervé Rollin en présence de la famille de François et celle de son épouse Marie-Jo. Un moment plein de chaleur et d'émotion. Notre président Jacques Charlin a regretté de ne pouvoir être présent en raison de soucis de santé. Un grand remerciement à l'équipe de bénévoles pour leur investissement pendant ces 2 journées intenses. Photo. Les participants à la soirée festive touchent les instruments de musique traditionnelle. Ici une vielle à roue. 2 danseurs du groupe folklorique présentent une danse traditionnelle. Plaque commémorative en souvenir de François Lanier. Voir ensemble. Braille is back. Le 22 juin, une journée de commémoration a salué la vie et le travail de Louis Braille. Elle a débuté à la station de métro du Roc, s'est poursuivie à l'INJA, Institut national des jeunes aveugles, puis au Panthéon, Parvis et Intérieur, pour se terminer dans la mairie du 5e arrondissement par un cocktail proposé par l'équipe du restaurant de l'Ésâtre d'Essence de Voir Ensemble. Retour en images. Une demande symbolique a été faite pour rebaptiser la station de métro du Roc en y accolant le nom de Louis Braille, comme sur le montage réalisé sur les photos ci-contre. Cette renomination faisait partie des 2 actions extrêmement symboliques portées par le collectif des organisateurs de la journée, la Fédération des aveugles de France, API-DV, l'association Valentin Oui et Voir Ensemble. La seconde est un manifeste pour la promotion du braille. Retrouvez le manifeste www.braille-isbac.org/manifeste-pour-promotion-du-braille. Le colloque à l'INJA. Animé par la journaliste déficiente visuelle Laetitia Bernard, le colloque revenait sur l'histoire de Louis Braille avec Noël Roy, historienne spécialisée, le système Braille avec Éric Robin, professeur de Braille à l'INJA, le Braille et la technologie avec Kevin Carré, ancien président du RNIB, Royal National Institute of Blind People, pour finir par une intervention de Martine Abel Williamson, présidente de l'Union mondiale des aveugles, sur le braille dans le monde. Parmi les intervenants, Gilbert Hurès, membre de Voir Ensemble, ancien élève de l'INJA. Sur la place du Panthéon, des bénévoles sensibilisaient les visiteurs à la déficience visuelle, la vie de Louis Braille et à son ingénieux alphabet. Une scène musicale a réuni plusieurs artistes déficients visuels qui ont ravi le public qui a répondu présent. Photo ci-contre. Une cérémonie pleine d'émotions. À l'intérieur du Panthéon, les personnalités se sont succédé à la tribune pour évoquer leur rapport à Braille ou au handicap, notamment visuel, le ministre des Solidarités, Damien Abad, Éric Orsena, académicien, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de Madame Hidalgo, Florence Berthoud, maire du 5e, le directeur de l'INJA, Stéphane Gaillard, Thierry Lhermitte, acteur, Gilbert Hurès, Mohamed Azouz de la CSI,
qui a lu un poème en arabe transcrit en braille. Les artistes, dont certains déficients visuels, ont répondu présents pour animer cette commémoration. Instruments et voix ont résonné sous le dôme du Panthéon. Un cocktail tout en raffinement. Pour clore cette journée, le restaurant L'Entrevue du pôle des Hauts-de-France de Voir Ensemble, représenté par sa directrice Nelly, son chef Éric et 2 travailleurs, Gwendoline et Mamadou, ont accueilli une centaine de personnes dans un des salons de réception de la mairie du 5e arrondissement de Paris qui fait face au Panthéon. Les convives se sont régalés et ne sont partis qu'après le dernier petit four avalé. Un cocktail arrosé par les vins de Notre-Dame du Puch, blanc, rouge, rosé et crémant. Un point final magnifique, digne de Monsieur Braille. Photo. Montage photo à la manière d'Andy Warhol. Métro du rock. Simulation avec le nouveau nom du rock Louis Braille. Les représentants du collectif d'associations présentent les 4 propositions du manifeste pour la promotion du braille le matin à l'INJA. Parmi eux, Marie-Claude Crescent représente Voir Ensemble. La sculpture dédiée à Louis Braille d'Hélène Jousse devant le Panthéon. Un menton, une bouche, un nez, mais pas Dieu. La prestation offerte par Open in Jazz, le groupe constitué d'élèves et de professeurs de l'INJA. La cérémonie à l'intérieur du Panthéon, florilège des personnalités qui ont témoigné et des artistes qui ont joué ou chanté. Le cocktail, organisé par les Âtres Naissances du pôle des Hauts-de-France de Voir Ensemble, un régal pour les yeux et les papilles de la centaine d'invités. Avec l'équipe aux manettes,